Bonjour à tous. Si vous suivez l'actualité israélienne à travers les médias comme I24 ou RCN, votre radio, vous n'êtes pas sans savoir qu'à la suite de l'émiettement de la coalition au pouvoir, les élections législatives de 2022 en Israël, initialement prévues pour le 31 octobre 2025 au plus tard, seront avancées au 1er novembre prochain. Ceci pour désigner les 120 membres qui siégeront à la Knesset. Élection organisée de manière anticipée pour la 5e fois consécutive en moins de 4 ans. Pas moins de 14 principaux partis politiques revendiquent les votes de l'électorat. Pour information, selon un institut de sondage israélien, le pourcentage d'électeurs juifs de droite en Israël est passé de 46% en 2019 à 62% de nos jours. Rappelons que de 1948 à 1977, c'est la gauche qui dirigeait Israël, avec une économie socialiste coopérative. Depuis 1977, avec Menachem Begin, Premier ministre, on est passé à une économie plus libérale. Et parallèlement, on a senti un effritement constant de la gauche, élection par élection. Justement, la gauche, avec 5% des voix à la dernière, où est passée cette gauche israélienne? A-t-elle compris le changement d'orientation politique de l'électorat? La gauche est-elle en voie de disparition ou de dispersion en Israël? N'est-elle pas responsable de son propre déclin? C'est en lisant La gauche en Israël, conversation entre générations d'Uri Weber, paru aux éditions de l'Aube, que j'ai voulu en savoir davantage. Uri Weber, que nous rejoignons en direct d'Israël. Uri Weber, bonjour. Bonjour Alexandre. Pour ceux qui vous découvrent, vous êtes sociologue israélien, membre du kibbutz Yechiam, vous avez étudié à l'université de Tel Aviv et passé votre doctorat à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Et avec les amateurs de cinéma, on vous retrouve chaque année pour les rendez-vous avec le cinéma israélien à Cannes. Votre fascicule, que j'ai bien lu, commence par nous rappeler historiquement le concept de droite et de gauche que l'on retrouve dans tous les pays, un concept que l'on doit à la France. Oui, en effet, ce concept remonte à la Révolution française, lorsque la première assemblée constituante devait décider qu'est-ce qu'on fait du roi et quel régime on adopte. Et il y avait une partie qui disait il faut destituer le roi et changer complètement de régime, faire un régime plus populaire, et une autre partie des représentants qui disait non, on va garder le roi mais avec moins de droits, moins d'autorité, et on va un peu garder une monarchie améliorée. Le chef d'assemblée a dit voilà, ceux qui sont pour la destitution du roi et le changement de régime, mettez-vous à gauche. Ceux qui sont pour continuer avec la monarchie, etc., mettez-vous à droite. C'était pour les compter plus facilement lorsqu'ils représentaient deux groupes distincts. Et depuis, par un processus que je ne connais pas très bien, ces concepts se sont répandus un peu dans toute l'Europe surtout, en disant que voilà, ceux qui sont pour le changement, ceux qui sont pour le renouveau, pour chose de nouveau, vous mettez à droite, et ceux qui sont plus conservateurs pour garder la situation actuelle, le régime actuel, vous vous mettez à droite. Donc les conservateurs et les progressistes. Les conservateurs et les progressistes, on retrouve ça un peu partout, et les différents parlements ont adopté cette manière, ou même les journalistes et les médias, etc., de dire, voilà, ça c'est la gauche, ça c'est la droite. Au XIXe siècle et à la création de l'État d'Israël, il n'y avait pas de classe laborieuse, donc pas de gauche, pas de droite. Alors comment est née la notion de gauche dans le Yishuv? Uri Weber. Oui, alors je l'écris dans mon livre que la gauche en Israël, c'est en fait une gauche importée. Les pionniers qui venaient d'Europe centrale pour créer un foyer juif, on ne parlait pas d'État à l'époque, on parlait de foyer juif,
ils étaient très influencés par les conceptions, par l'idéologie socialiste de l'époque. Ils étaient très sionistes, mais d'un autre côté, ils étaient très imprégnés de l'idéologie socialiste. Et lorsqu'ils ont rêvé de créer un État en Israël, ils le voyaient comme un État socialiste. Et sous le mandat britannique, ils ont commencé déjà très tôt à créer les infrastructures d'un État socialiste avec des institutions qui, en partie, sont actives jusqu'aujourd'hui, comme la Coupat Cholim, l'assurance sociale israélienne qui date de cette époque et qui est dans un concept, dans une optique très socialiste. Alors, jusqu'à l'avènement de Begin, les formations religieuses soutenaient les travaillistes. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça vire complètement de bord et qu'elles viennent vers la droite ? Oui, c'est ça, jusqu'à Begin. Le changement, à mon avis, a eu lieu avec la guerre des 6 jours. Je dis que avant la guerre de 6 jours, Israël était considéré surtout comme un État refuge. Son rôle, c'était de recevoir les Juifs qui étaient menacés dans le monde entier et qui s'adressaient à Israël. Donc, Israël, c'était surtout un État refuge. Après la guerre de 6 jours, cette conception a changé et Israël est devenu un État un peu avec des tendances messianiques. C'est-à-dire que c'est le retour à la Bible. C'est le pays de la Bible. On est retourné dans la terre promise. On a retrouvé les lieux saints, etc. Donc, c'est ça. Israël, c'est la continuité de l'État hébreu de la Bible. Et ça a une grande influence sur les partis religieux qui de plus en plus sont devenus annexionnistes. Et pour cela, ils se sont rapprochés de la droite jusqu'à devenir aujourd'hui le parti d'extrême droite en Israël. Alors, Uri Weber, dans votre fascicule, page 19, vous écrivez « La société israélienne est très développée ». En 2020, le pays se situait parmi les 20 premiers pays au rang mondial du PIB par habitant et au 14e rang dans le classement des États possédant les indices de bonheur le plus élevés. Un peu plus loin, du point de vue économique, depuis 2 décennies, le pays s'est développé rapidement avec un taux de croissance moyen d'environ 3,7 par an, ce qui fait rêver donc la France, et un chômage bas de 4,9%, ce qui fait encore plus rêver la France. Uri Weber, vous encensez la gouvernance de Netanyahou, là, et de ses prédécesseurs de droite, et en même temps, vous critiquez leur choix. C'est pas un petit peu contradictoire ? Bon, comme d'habitude, il y a plusieurs faces à la situation. C'est-à-dire que c'est vrai qu'Israël est un pays très dynamique, mais c'est surtout grâce à la haute technologie. Et quant à la politique de Netanyahou, qui était ministre des Finances en 2003, il a fait toute une série de réformes, des réformes qui ont libéralisé le système financier israélien et qu'il a ouvert vers le monde économique, le monde occidental. Et ça a permis à Israël de faire vraiment un bond en avant au niveau de l'économie. Mais d'un autre côté, il a eu, selon sa conception libérale, il a beaucoup restreint les allocations sociales. Il a donné beaucoup de privilèges aux grands industriels, aux gros salaires. Et ce qui fait qu'en fin de compte, une des conséquences de son ministère, ça a été d'agrandir beaucoup les disparités sociales en Israël, ce qui fait qu'il y a aujourd'hui une couche relativement mince de gens très riches, et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de pays occidentaux qui ont mené une politique libérale, une couche donc de gens très riches, et une grande majorité de gens qui sont sous la moyenne
et même une couche pauvre de 20% de la population. Et ça a été aussi une conséquence de cette politique libérale qu'a menée Netanyahou. Mais néanmoins, l'économie israélienne, elle n'est pas vraiment à se plaindre en ce moment. Elle n'est pas à se plaindre au niveau, selon les critères économiques. Mais il y a un gros problème de coût de la vie. Le coût de la vie est très élevé. Et non seulement pour les touristes qui viennent et qui doivent se mesurer au shekel fort, absolument, mais même pour les Israéliens qui ont perdu, à mon avis, une partie de leur pouvoir d'achat à cause de la montée des prix, sans que les salaires suivent. Les salaires ont augmenté, mais pas au rythme des prix. Et ce qui fait que les gens se plaignent énormément ces temps-ci du coût de la vie. Et c'est une des exigences face au nouveau gouvernement. C'est comme en France, actuellement. Oui, je m'imagine. Malgré tout, Israël est un pays aux facettes multiples et aux inégalités sociales flagrantes. Vous l'avez dit qu'il est possible, d'après vous, de réduire. Vous pouvez nous décrire les concepts des deux visions de la société, droite et gauche ? Très rapidement. Et je vais vous donner un exemple. La droite, vous savez, c'est le moins d'intervention possible de l'État dans l'économie, laisser le marché faire le travail, etc., etc. On a un vrai problème au niveau du logement. C'est un bon exemple en ce qui concerne Israël parce que les prix des logements sont vraiment inaccessibles. Il y avait toute une politique de logements sociaux, des locations donc à prix modéré, un peu les genres de HLM en France. À un moment, le gouvernement a décidé de vendre ces appartements aux gens qui y habitaient et ainsi de leur permettre d'être propriétaires et avec l'argent récupéré, investir dans de nouveaux logements qui seraient à loyer modéré. Mais ça ne correspond pas à l'idéologie des ministères de droite qui étaient à l'époque. Et ils ont dit, voilà, on va vendre les appartements, ça va, mais l'argent qu'on récupère, on le met dans la caisse. On ne crée plus de nouveaux appartements parce que ce n'est pas le rôle du gouvernement de créer des appartements, etc., etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui en Israël, il n'y a plus d'appartements ou très peu d'appartements à loyer modéré. Et par contre, les prix des appartements et des locations augmentent énormément parce que c'est le marché. Lorsqu'on le laisse faire les choses sans intervenir, sans qu'il y ait une politique de l'État, c'est en gros ce qui se passe. Les gens riches deviennent de plus en plus riches et les gens pauvres restent pauvres. À gauche, Uri Weber, vous écrivez qu'il y a 3 courants. Socialisme, libéral-socialisme et communisme, et dont le kibbutz a voulu réaliser l'idéal. Alors avec le recul, et puisque vous habitez dans un kibbutz, la formule kibbutz, c'est une réussite ou alors un échec ? C'est très intéressant parce que le kibbutz, dans les années 90 et au début des années 2000, a passé une crise très grave, et une crise économique d'abord, avec une dette énorme, et une crise sociale avec beaucoup de gens qui quittaient et qui, en fait, n'y croyaient plus. Et ce qui s'est passé, c'est que des énergies sont apparues de l'intérieur du kibbutz qui ont mené des réformes très importantes, réformes au niveau surtout de la gestion économique, c'est-à-dire ce n'est plus le régime communiste qui était avant avec tous les salaires qui rentrent dans la caisse commune et qui est ensuite redistribué. Mais aujourd'hui, après ces réformes, après cette transformation du kibbutz, chacun reçoit plus ou moins
son salaire, il y a un prélèvement pour gérer la vie commune, pour gérer l'éducation, pour gérer la santé. La santé est jusqu'aujourd'hui prise en charge par le kibbutz. Ce qui fait qu'en fin de compte, le kibbutz représente aujourd'hui un autre mode de vie qu'à l'époque. Mais ce qui est important à remarquer, c'est que si dans les années 90, 2000, les jeunes partaient, quittaient le kibbutz, aujourd'hui, le kibbutz a des listes d'attente. On ne peut pas trouver une place dans un kibbutz. Dès qu'il y a un terrain libre qui est à vendre ou alors des maisons à vendre, il est tout de suite occupé. Ça veut dire qu'il y a un renouveau, une nouvelle attente du kibbutz, et le kibbutz est aujourd'hui un mode de vie très demandé. Uri Weber, page 33, je lis: la droite et la gauche prônent toutes les deux un niveau de vie convenable pour tous. La droite affirme que le libre marché fera le nécessaire, la gauche qu'il y a très peu de chances pour que cela se réalise vraiment. La droite, d'après vous, alors, elle n'a rien fait pendant 20 ans. Est-ce que ça contredit pas un petit peu tout ce que vous dites là? Non, je ne dis pas que la droite elle n'est pas restée les bras croisés pendant 20 ans quand même. Non, elle a fait beaucoup, mais le résultat social est là. C'est-à-dire que si Israël, jusque dans les années 80 ou 70, était un État avec une disparité sociale, une égalité sociale très importante. C'est-à-dire que c'était vraiment ça, une des caractéristiques de l'État d'Israël, c'était l'égalité sociale, une faible disparité de revenus, etc. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, on se trouve avec une situation où une petite minorité de gens ont énormément de propriétés, c'est-à-dire le patrimoine israélien se trouve entre les mains de 10% à peu près de la population. Il y a toute une couche qui est relativement riche et même très riche. Et par contre, il y a une grande couche, il y a 20% de pauvres en Israël, et je pense que c'est un des résultats. C'est-à-dire que si la gauche avait mené une politique beaucoup plus social-démocrate en Israël, déjà l'éducation ne serait pas là où on en est, la santé, les hôpitaux, etc. ne seraient pas dans l'état où ils sont aujourd'hui, et beaucoup d'autres domaines seraient différents. Et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est ça la différence entre la gauche et la droite, c'est que la politique de droite, soi-disant, elle dit on laisse les riches s'enrichir, il y aura toujours des retombées pour les classes pauvres. Et la gauche dit non, il faut mener une politique qui, dès le départ, permet aux classes pauvres d'avoir de meilleurs revenus et meilleurs salaires. Alors... Mais ça, on retrouve ça un peu dans le monde entier. Dans le monde capitaliste qui a adapté une politique libérale comme l'Angleterre, les États-Unis, etc., il y a une disparité sociale très forte, des inégalités très fortes, et toujours une petite couche de la population qui est très très riche et qui n'arrête pas de s'enrichir. On voit très bien votre côté sociologue qui remonte. Droite-gauche, en fait, ce sont deux choix de société qui s'offrent aux électeurs israéliens le 1er novembre, avec une option que vous énoncez ainsi. Si l'on doit choisir entre sécurité publique et droits de l'homme, la droite choisira la première, la gauche la seconde. Uri Weber, la gauche israélienne, elle n'a jamais été sécuritaire, même quand elle était au pouvoir ? Elle était très sécuritaire et ne serait-ce que Rabin, Yitzhak Rabin, etc., il menait des politiques très fortes. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est en fait pourquoi les gens préfèrent la sécurité aux droits de l'homme. Là, c'est assez compréhensible dans la situation d'Israël. Israël, il faut prendre en ligne de compte que c'est un pays qui se sent constamment menacé.
Et ça peut être très subjectif. Mais les gens vivent avec ce sentiment que le pays, l'existence du pays n'est pas assurée. On est toujours menacé, et il peut toujours se passer quelque chose qui détruise le pays. C'est pas comme la France. La France ne pense pas qu'il y a un danger pour son existence. Or, en Israël, ça existe et c'est vrai que c'est moins qu'à l'époque lorsque tous les pays arabes prônaient la destruction d'Israël. Mais malgré tout, il y a le danger de l'Iran, il y a le danger des attentats, il y a le monde entier qui, en fin de compte, n'arrête pas de critiquer Israël et d'essayer de l'empêcher de mener une politique de défense, en fait. Donc, ce fait d'être la sécurité est un des problèmes cardinaux en Israël. Maintenant, le problème des droits de l'homme, alors là, c'est un choix. C'est un choix. Est-ce que les droits de l'homme, on les met à un niveau d'importance élevé, ou alors c'est une question parmi d'autres, et alors c'est pas très grave si on enfreint les droits de l'homme parce qu'il y a un problème de sécurité, c'est pas très grave si on tue des civils lors d'une riposte, c'est pas très grave si c'est cette histoire avec le soldat israélien qui a tué un prisonnier, un Palestinien qui était déjà prisonnier, ligoté, etc. Mais il a tiré et il l'a tué. Alors il y a eu toute une discussion en Israël là-dessus. Toute la gauche libérale, etc., disait oui, il doit être jugé et condamné parce que quand on tue un prisonnier qui est ligoté par terre, etc., c'est un assassinat. Et la droite lui donnait les circonstances atténuantes en disant oui, il se sentait menacé, c'était légitime défense, etc., etc. Et on voit là vraiment le clivage entre ces deux conceptions, ces deux relations face aux droits de l'homme et à la sécurité. Uri Weber, une des raisons de la déliquescence des voix de gauche, d'après votre théorie, viendrait de la mondialisation. Vous pouvez m'expliquer un petit peu, développer cette hypothèse ? Oui, alors la mondialisation, c'est un phénomène qui a commencé au début des années, non, un peu avant, à la fin des années, après 89, dans les années 90 du siècle dernier. Et en fait, il y a trois éléments qui ont déclenché ce nouveau phénomène. Un, c'est la tombée du mur qui séparait les deux camps et l'effondrement du monde communiste, c'est-à-dire qu'une fois le monde communiste déchu, le monde est redevenu un. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus deux camps qui se concurrençaient et qui se recherchaient. Ça, c'est une des causes. La deuxième cause, c'est l'avancée technologique, avec surtout Internet, les ordinateurs, etc., qui a fait qu'en fin de compte, le monde a été complètement chamboulé. C'est-à-dire les distances ont disparu. Et le troisième, ça a été le fait que l'économie est devenue mondiale. C'est-à-dire qu'on pouvait transférer de l'argent, on pouvait transférer ce qu'on voulait, et même des marchandises à bas prix. Alors, je ne vais pas rentrer trop profondément là-dedans, mais les conséquences de ce phénomène, ça a été d'une part qu'il y a eu ce qu'on appelle des transferts d'usines, d'entreprises qui étaient dans le monde occidental sont passés en Asie, en Chine, etc. Il y a eu des places de travail qui ont disparu, il y a eu du chômage, et les gens ont commencé à avoir peur, une partie, pour leur avenir. Ils avaient peur pour leur avenir, peur pour leur place de travail. Une autre conséquence, ça a été la nivellation
de la culture et de l'identité de chaque peuple. Oui, aujourd'hui, le français, il ne sait plus très bien ce que ça veut dire être français. Il peut très bien, sans hésiter, aller vivre en Angleterre, aux États-Unis ou à Vienne. Les Anglais, la même chose. En fin de compte, dans le monde occidental, tout ce qui est le côté identité, je dis identité culturelle. Je ne parle pas des identités telles qu'on en parle aujourd'hui, mais l'identité culturelle a été nivelée et disparue. Et les gens, ils s'avèrent, ont besoin d'une identité claire. Et ça aussi, ça rend anxieux. Le fait de ne pas savoir exactement à qui tu te rattaches, à quel peuple tu te rattaches, à quelle nation. Et le troisième, ça a été une des conséquences de cette mondialisation, ça a été une très forte émigration de l'Afrique, de l'Asie vers les pays occidentaux, avec tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui avec les migrations, les problèmes de sécurité. Et là aussi, les gens ont peur. Or, il s'avère que lorsque les gens sont anxieux et ont peur de l'avenir ou de leurs voisins, ils cherchent un gouvernement fort. Ils cherchent un gouvernement qui mette en avant le problème de sécurité, un gouvernement qui rassure. Et ça, c'est le rôle plutôt de la droite. La gauche, elle a son apogée lorsque la situation est relativement calme, relativement bonne, et qu'on doit penser à une amélioration, un changement de société pour améliorer les choses, pour rendre les choses plus vivables, plus égalitaires, pour agrandir le pouvoir d'achat, pour agrandir les services sociaux, etc. Là, c'est le rôle de la gauche. Mais dans une période comme on la vit aujourd'hui, avec cette peur, cette anxiété du lendemain, c'est les partis de droite, les partis populistes surtout, qui recueillent l'approbation, et ça on le voit pratiquement dans tout le monde occidental, avec Trump aux États-Unis, avec le Brexit en Angleterre, avec Le Pen et même Mélenchon ici. Voilà. Et c'est le rôle de la mondialisation, et il s'avère que le monde occidental et Israël, entre autres, n'ont pas trouvé encore de solution, ou disons, n'ont pas encore adapté le mode de gestion qui correspond à ces nouvelles conditions. Je rappelle que nous parlons avec Uri Weber de son livre « La gauche en Israël, conversation entre générations ». Uri Weber, on a vu tout à l'heure que le concept de gauche datait du 18e. La lutte des classes, c'est une notion apparue au 19e, qui s'est réellement imposée au 20e siècle. Et nous sommes au 21e siècle. Uri Weber, peut-être que les combats de la gauche israélienne n'arrivent pas à trouver preneur parce qu'ils ont perdu de leur pertinence, en fait. Non, il faut. La situation en Israël est assez particulière. C'est-à-dire que, en gros, moi je dis, la gauche, c'est une aspiration à améliorer la société, à changer la société, à la rendre plus vivable pour tous, et aussi bien au niveau des services sociaux que des rémunérations et des possibilités de développer sa personnalité, etc. Cette aspiration-là, c'est l'aspiration de gauche. Maintenant, les partis de gauche l'assument plus ou moins bien, et à mon avis, ce qui dégringole ces derniers temps, ce sont les partis de gauche et pas l'aspiration de gauche. L'aspiration de gauche, avec son système de valeurs, continue à avoir un rôle très important et avoir ses adhérents. Maintenant, en Israël, ce qui s'est passé, c'est que le clivage a changé. Pendant des années, le clivage entre la gauche et la droite, c'était le problème palestinien. Est-ce que tu es prêt à faire est-ce que tu es prêt à reconnaître un État palestinien? Est-ce que tu es prêt à renoncer à certains territoires, etc. Là-dessus était le clivage entre la gauche et la droite. Ces dernières années,
il y a un nouveau clivage, et c'est ce que j'appelle un clivage culturel. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté une culture qui est plutôt traditionnaliste, religieuse, qui est conservatrice et qui est nationaliste, à différents niveaux. Et cette culture-là est très active en Israël et a beaucoup d'adhérents. De l'autre côté, il y a l'autre culture, qui est une culture libérale, qui est une culture laïque et qui est une culture un peu universaliste, progressiste, etc. Ces deux cultures-là, aujourd'hui, s'affrontent, et on peut dire que l'expression politique de ces deux cultures, c'est d'un côté la droite, qui est plutôt traditionnaliste, nationaliste, et la gauche, qui est plutôt libérale, laïque. Si vous voulez un peu, pour ceux qui connaissent Israël, la culture libérale, c'est Tel Aviv. La culture traditionnaliste religieuse, c'est Jérusalem. On voit très bien la différence de caractère entre ces deux villes. Et dans la vie quotidienne en Israël, il y a une confrontation entre ces deux cultures, et que je considère même d'une certaine manière positive, parce que ça donne une effervescence, ça donne une dynamique à la société israélienne. Et en fin de compte, le problème principal de la société que personne n'a résolu, c'est qu'est-ce qu'un État juif. Tout le monde dit qu'on veut un État juif, mais personne ne sait exactement de quoi il parle quand il parle d'un État juif. Et même les religieux, ils savent qu'il y aura toujours des laïcs, donc ça peut pas être uniquement un État religieux. Les laïcs savent qu'il y aura toujours des religieux, donc ça peut pas être un État uniquement laïque. Il faut trouver une nouvelle définition, un nouveau contenu à ce qu'est un État juif. Le fait est qu'il n'y a jamais eu d'État juif, si on ne veut pas revenir à la Bible. Mais disons que pendant 2000 ans, les Juifs ont su comment s'adapter à vivre en diaspora, en Golan, avec leur shtetl. Mais qu'est-ce qu'un État juif où le peuple juif est souverain et doit donner un caractère juif à ce pays? Beaucoup de problèmes n'ont pas été résolus, et c'est là-dessus qu'il y a une véritable confrontation. Uri Weber, justement, puisque vous parlez de religion, alors qu'elle regorge de lois sociales, vous avez disserté pour savoir si la Torah était de gauche ou de droite. Alors, il y a une conclusion ? Elle est de gauche ou elle est de droite ? Oui, c'était une question de ma petite fille dans le livre. La conclusion, bon, ça je le dis dès le début, c'est que il est convenu de dire que la Bible a 70 visages. C'est-à-dire que on peut l'interpréter de énormément de manières, et en fin de compte, tout le monde peut s'y retrouver. La droite s'y retrouvera et la gauche s'y retrouvera aussi. Moi, j'ai essayé de mettre l'accent sur le caractère beaucoup plus à gauche des préceptes bibliques, ne serait-ce qu'en commençant par les 10 commandements, ensuite sur tous les préceptes qui découlent de la sortie d'Égypte, sur le rapport avec le rapport aux esclaves, le rapport aux pauvres, le rapport... Enfin, je conclus en disant que la Bible prône beaucoup plus un régime social-démocrate qu'un capitalisme libéral. Uri Weber, je le disais dans ma présentation, selon un institut de sondage israélien, le pourcentage d'électeurs juifs de droite en Israël est passé de 46% en 2019 à 62% de nos jours. Alors, est-ce que la gauche n'est pas responsable de ses propres échecs ? J'ai une autre question. Est-ce que c'est simplement d'imputer ces échecs électoraux à la droite? C'est pas un petit peu trop facile? Parce que on sait pertinemment que la gauche pêche. Elle pêche par ses querelles internes, le manque d'un vrai leader, la carence d'idées et de projets. Et puis, le système électoral israélien, est-ce qu'il ne rend pas le pays ingouvernable? Voici 3 questions pour terminer. Bon, je vais essayer de répondre. Déjà, la gauche est responsable, c'est sûr. On ne peut pas accuser quelqu'un d'autre. La gauche est responsable de ne pas avoir évolué en fonction
des nouveaux défis de la société israélienne. La gauche, en gros, est restée figée dans le problème palestinien en disant oui, voilà, il faut le problème palestinien, le problème des droits de l'homme, l'universalisme. Là-dessus, la gauche a mené des combats, elle a réussi même à obtenir des résultats assez intéressants. Mais elle s'est éloignée du peuple, elle s'est éloignée des masses populaires. Et c'est ça son véritable défi aujourd'hui, c'est continuer de parler du problème palestinien parce que c'est un problème qui est assez crucial en Israël, mais elle doit savoir comment aborder aussi d'autres problèmes, les problèmes sociaux et ce problème de culture. Elle n'a pas pris de position face à ce problème culturel. Quel est notre rapport avec la tradition juive? Qu'est-ce qu'on adopte? Qu'est-ce qu'on n'adopte pas? Comment parler la même langue que toute cette population, non seulement populaire, mais même les classes moyennes, qui aujourd'hui est très attachée en partie à la tradition et aussi à la question sécuritaire. La question sécuritaire, c'est même un peu comme en France, la gauche ne sait pas comment l'aborder, justement à cause de ces positions sur les droits de l'homme. Et les gens, lorsqu'ils ont peur, ils cherchent qui va les rassurer. Et ceux qui les rassurent, c'est la droite. C'est ce que vous disiez donc tout à l'heure. Et donc on résume donc par la dernière question, avec toutes ces élections qui s'enchaînent, pratiquement tous les ans, tous les 6 mois, le système électoral israélien rend-il le pays ingouvernable? Écoutez, tout le monde est convaincu que le système électoral n'est pas adapté à la réalité actuelle du pays et rend le pays réellement ingouvernable. Mais ceux qui doivent changer ce système, ce sont les membres de la Knesset, les députés, et une grande partie des petits partis surtout ne sont pas du tout intéressés à ce que ça change parce que leur parti va disparaître. C'est déjà les partis religieux, et ce sont les partis arabes et les partis de gauche aussi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tous les partis qui ont moins de 10 députés aujourd'hui, dans un système électoral différent, vont disparaître. Et donc, les députés ne sont pas du tout intéressés à ce que la situation change. Et tout dépend d'eux. Alors, dans leur discours, ils disent qu'il faut changer le système électoral, mais en fait, ils ne sont pas tellement prêts à le faire. Je recevais aujourd'hui en direct d'Israël et par Zoom Uri Weber, sociologue israélien, membre du kibbutz Yechiam. Il a étudié à l'université de Tel Aviv et passé son doctorat à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Je le recevais pour son livre La gauche en Israël, conversation entre générations, paru aux éditions de l'Aube, que l'on peut trouver bien sûr dans les bonnes librairies. Uri Weber, que l'on retrouvera et que l'on rencontrera fin janvier, début février, pour commenter et répondre à vos questions lors des rendez-vous avec le cinéma israélien à Cannes. Merci Uri Weber pour ce dialogue plein d'enseignements. Merci à toi et Alexandre. À bientôt. À bientôt.